Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la notion de PPCM de deux entiers relatifs. Comme vous le savez tous, vous avez déjà manipulé le PPCM de deux entiers naturels. Ici, nous allons étendre la définition sur les entiers relatifs, aux entiers relatifs. Donc, comme rappel, lorsque vous prenez A, un entier relatif, vous savez que l'ensemble de tous les multiples de A est noté AZ, c'est-à-dire que vous avez 0 ici, A multiplié par 1, après vous avez 2A, après vous avez 3A, ainsi de suite. Et de ce côté-là, vous avez moins A, moins 2A, ainsi de suite. Donc, c'est exactement ça, l'ensemble de tous les multiples de l'entier relatif A. On peut faire la même chose pour B, qui appartient à Z. On peut également discuter sur BZ. Donc, vous avez ici 0, vous avez B, vous avez 2B, vous avez 3B, ainsi de suite. De l'autre côté, vous avez moins B, moins 2B, ainsi de suite. Donc, on peut justifier que l'intersection, donc AZ, inter BZ, admet un plus petit élément strictement positif. Et ce plus petit élément strictement positif est exactement appelé le PPCM de A et B. Donc, le plus petit élément strictement positif c'est très important, strictement positif de cet ensemble-là est appelé PPCM. C'est-à-dire plus petit commun multiple. PPCM de A et B. Donc, c'est vraiment important de cerner la notion. Donc, ce n'est pas directement le plus petit commun multiple, comme on a l'habitude de dire. Parce que si vous prenez le plus petit commun multiple positif, par exemple, vous allez avoir 0 tout le temps qui va être le PPCM. Ce n'est pas faisable. Donc, il faut ajouter strictement positif. Donc, ce n'est pas littéralement au niveau des entiers naturels le plus petit commun multiple. Hein, c'est strictement positif. Donc, si on doit faire des exemples concrets en nous suivant juste la définition, qu'est-ce qu'on ça donne? On peut donner A égale par exemple à 6 et B, d'accord, égale, disons, 8 par exemple. Donc, je vais essayer d'écrire 6Z. En réalité, 6Z, ça fait 0 ici. Nous avons 6. Après, nous avons 12. Après, nous avons 18. Après, nous avons 24. Ainsi de suite. On a 30. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, de ce côté-là, nous avons simplement moins 6, moins 12. Mais ce côté-là nous intéresse très peu parce qu'après l'intersection, ce qui nous préoccupe, c'est le plus petit entier strictement positif de l'intersection. Donc, on s'intéresse beaucoup plus aux entiers positifs. Mais nous, on veut utiliser la définition pour vous montrer comment on utilise juste la définition pour trouver le PPCM de deux entiers relatifs. Maintenant, nous allons établir 8Z. On fait la même chose. Il y a 0, 8, 16. Après le 16, nous avons 24.
après 24, ça fait 32, ainsi de suite. Donc, de ce côté-là, nous avons moins 8, moins 16. Voilà, les négatifs ne nous préoccupent pas forcément. Donc, 6Z, intersection avec 8Z. On va essayer de lister quelques éléments de cet ensemble. Nous avons évidemment 0. Si nous regardons très bien, quand on continue, donc ici, à part le 0, il y a le 6. Le 6 n'est pas ici. D'accord, on continue 12. Le 12 n'est pas là. 18, le 18 n'est pas là. Parce qu'on cherche l'intersection, c'est-à-dire les éléments qui sont à la fois dans cette affaire-là et dans cette affaire-là. Mais puisque nous avons ordonné ces éléments-là, on va juste suivre tout là. Ça fait 18, il n'y en a pas. 24, donc nous avons 24. Donc on peut écrire 24. D'accord, si on continue, super bien. Si on continue tout ça, on va tomber sur 48 qui va se répéter. Vous pouvez le faire. Ainsi de suite. Ce qui est sûr, on ne peut pas terminer la liste. Et de ce côté-là, on va obtenir moins 24 si vous le faites très bien. Moins 48, ainsi de suite. Donc on voit clairement que le plus petit élément de cet ensemble-là, c'est 24. Le plus petit élément strictement positif est de 0.24. Donc, on va conclure que PPCM de 6 et 8, c'est exactement 24. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser la définition pour calculer le PPCM de deux entiers. Mais plus tard, lorsqu'on va aborder, par exemple, la notion des nombres premiers, vous allez voir qu'il y a une autre méthode qui coïncide en quelque sorte avec la méthode naturelle, la méthode traditionnelle qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais c'est toujours bien d'utiliser clairement les définitions pour ne pas faire tout là. Maintenant, l'autre chose, comme je le disais, au lieu de déterminer le PPCM de cette manière-là, on pouvait juste se concentrer sur les multiples strictement positifs de 6, puis après voir quel est en l'ordonnant dans l'ordre croissant. Qu'est-ce que je dis exactement? Calculons par exemple le PPCM autrement. De 4 par exemple, disons, et de 6 par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par donner la liste, d'accord, des multiples strictement positifs de 4. Donc, les multiples de 4 strictement positifs sont. Donc, on va essayer de donner une liste, mais de façon ordonnée. Donc, nous obtenons 4 premièrement, 8, après 12, après 16, après 20, ainsi de suite. On va faire des pas de 4. Donc, le plus petit, d'accord, le premier dans tout ça, qui est en même temps multiple de 6, tout le monde est d'accord que c'est 12. Vous voyez? Le premier parce qu'on veut le plus petit, donc comme on a un ordre ici strictement croissant, donc nécessairement le premier qui est multiple de 6 est nécessairement le PPCM. Donc le premier ici, le premier dans cette liste, qui est multiple de 6 est 12. Donc, en conclusion, PPCM de 4 et de 6 est égal à 12. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment important parce que vous allez voir, parce que la définition au départ, j'ai donné la définition pour les entiers négatifs. Pour les entiers quelconques, d'accord? Je peux prendre des entiers négatifs comme je peux prendre des entiers positifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenons par exemple un entier qui est, disons, négatif par exemple. On avait démontré que AZ, c'est encore égal à moins AZ. Ça veut dire quoi?
on a prouvé que l'ensemble de tous les multiples d'un nombre entier, qu'il soit positif ou négatif, c'est encore la même chose que l'ensemble des multiples de son opposé. Exemple concret, 2z, c'est encore égal à moins 2z. L'ensemble de tous les multiples de 2, c'est encore égal à l'ensemble de tous les multiples de moins 2. Par conséquent, si nous avons par exemple A et B, qui sont des entiers par exemple, quelconque, on peut quand même dire que AZ c'est exactement égal à la valeur absolue de AZ. C'est-à-dire on peut rendre ça positif. De la même manière, BZ, c'est exactement égal à la valeur absolue de BZ. De sorte que si A est positif, on obtient le résultat. Si A est négatif, on peut rendre ça positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A et B sont n'importe quoi, AZ, intersection BZ, ce n'est rien d'autre que valeur absolue de AZ, intersection valeur absolue de BZ. Donc ici, ça veut dire clairement que le plus petit entier strictement positif de cet ensemble-là, c'est exactement le plus petit entier strictement positif, d'accord, de cet ensemble-là. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le PPCM de AB n'est rien d'autre que le PPCM de la valeur absolue de A, valeur absolue de B. N'hésitez pas à commenter si c'est un peu flou pour vous. Je vais tenter de vous répondre. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est une information vraiment capitale. Ça voudra dire simplement que lorsque vous êtes à la recherche de PPCM de deux entiers relatifs, vous pouvez simplement vous concentrer sur le PPCM de leur valeur absolue. En d'autres termes, le PPCM de deux entiers relatifs se ramène toujours, d'accord, au PPCM de deux entiers naturels. Donc, dans la suite, on n'a plus besoin de trop se concentrer sur le PPCM de deux entiers relatifs parce que c'est la même chose lorsque vous cherchez le PPCM, d'accord, de leur valeur absolue. Donc, par la suite, je vais juste me concentrer sur les nombres entiers positifs. Donc, dans la suite, on va supposer que A est positif et B aussi. Mais comme vous le savez très bien, quand vous regardez très bien la manière de calculer le PPCM, vous allez voir que le PPCM, donc c'est une remarque très très capitale. Le PPCM de AB, là je prends les entiers positifs, il ne faut pas l'oublier, ne dépasse jamais le produit AB. Je peux vous expliquer facilement, ce n'est pas difficile. Pourquoi ça ne peut pas dépasser AB? Ça ne peut pas dépasser AB parce que AB est déjà un multiple de A. Ça, vous le savez déjà. Le même AB est encore un multiple de B. D'accord? En conséquence, AB est un multiple commun de A et B. Mais le PPCM, c'est le plus petit strictement positif. Donc, puisque ceci est déjà un candidat, ça veut dire que dans le pire des cas, ça va être égal à AB. Ça ne peut jamais dépasser AB parce que le AB est déjà un bon candidat. Il est strictement positif. Il est multiple commun. Donc, le PPCM ne peut jamais dépasser le produit AB. La deuxième chose, c'est que le PPCM dépasse toujours le plus grand entre A et B. Toujours. Le PPCM dépasse toujours le plus grand entre A et B. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez par exemple le PPCM de 7 et 15 par exemple, et quelqu'un trouve 14, c'est faux en même temps. Parce que le plus grand entre 7 et 15, c'est égal à 15. On ne peut pas avoir le PPCM, d'accord, qui vient avant 15. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, vous pouvez le constater parce que le PPCM, il s'agit quand même de trouver les multiples d'abord. Or, les multiples sont censés être, en tout cas, les multiples positifs sont censés être supérieurs ou égaux à A ou égaux à B. Mais puisqu'on veut les multiples communs, ça veut dire que forcément, le plus grand va être inférieur ou égal au PPCM. Parfait. Maintenant, nous allons donner une troisième remarque qui dit simplement que le PPCM
de AB donne B si et seulement si le B appartient à AZ. Ça, c'est trivial. C'est-à-dire que si vous voulez calculer le PPCM de deux entiers naturels, par exemple, et que vous constatez que l'un est multiple de l'autre, si par exemple B est un multiple de A, directement le PPCM donne B. Il n'y a pas de réflexion à faire. Vous n'avez pas besoin de pousser d'autres réflexions. Du moment où B est un multiple de A, directement B représente le PPCM. Pourquoi? Parce que B est lui-même un multiple de B. Et maintenant, on dit qu'il est multiple de A. Par conséquent, il est un multiple commun de A et de B. Or, si vous prenez dans les multiples strictement positifs de B, le premier, c'est forcément B lui-même. Voilà, donc c'est un résultat très fort. Par exemple, on peut facilement calculer le PPCM de 400 et de 800 sans réfléchir, par exemple. Puisque 800 est un multiple de 400, on va simplement dire que c'est égal à 800, car 800 appartient à 400Z. C'est tout. On peut donner un autre exemple. PPCM de 10 000. Donc, je peux même prendre 10 exposant 7. D'accord? Je peux prendre 10 exposant 7 et de 10 exposant 6, par exemple. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas cette technique-là, vous allez commencer par trop travailler, ça va vous prendre du temps. Et donc, vous allez voir entre les deux qui est multiple de l'autre, par exemple, on constate que ce machin est un multiple de 10 exposant 6, donc le résultat, c'est 10 exposant 7. Donc, ça vous aide à calculer le PPCM de certains nombres entiers, par exemple, facilement. Donc, je n'ai pas encore donné un exemple avec les nombres négatifs, je vais le donner tout de suite. Donc, PPCM de moins 400, par exemple, ou bien 4000, et de moins 12 000, par exemple. Donc, on va simplement dire que ça fait le PPCM de 4000. On prend leur valeur absolue et de 12 000. Voilà. Maintenant, on constate que 4000 est un diviseur de 12 000, c'est-à-dire que 12 000 est un multiple de 4000. Ça voudra dire que le PPCM ici est égal à 12 000. C'est tout. C'est simple et c'est pratique. Maintenant, j'ai envie de vous donner un théorème très fort. C'est vraiment capital lorsque vous manipulez, vous travaillez sur l'arithmétique. Le résultat dit la chose suivante. Vous prenez par exemple soit A, B, disons deux entiers naturels non nuls. Deux entiers naturels non nuls. Comme je l'ai dit, tant que je vais parler du PPCM, je n'ai plus besoin de prendre les entiers relatifs parce qu'on sait que le calcul, d'accord, revient au calcul du PPCM de leur valeur absolue. Donc, si je prends deux entiers naturels non nuls et je pose, par exemple, supposons M, le PPCM, vous allez voir un résultat très fort. Alors, vous devez comprendre que le AZ inter BZ, ceci n'est rien d'autre que, vous pouvez calculer ça facilement, n'est rien d'autre que MZ. Waouh, c'est vraiment un résultat magnifique. C'est tellement magnifique que premièrement, il faut comprendre pourquoi c'est vrai. Comprendre pourquoi c'est vrai. Et deuxièmement, comment l'utiliser? Et c'est le point 2 qui m'intéresse beaucoup. Comment l'utiliser? Parce que si vous ne savez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas résoudre certains problèmes d'arithmétique. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai et comment on l'exploite dans la pratique. Déjà, je vais vous faire une petite remarque pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on a déterminé l'intersection tantôt là, vous voyez, ça c'est 6Z, ça c'est 8Z. Mais lorsqu'on a déterminé 6Z inter 8Z, vous allez voir qu'en réalité, ce qui est ici, ce n'est que des multiples de 24 que nous sommes en train de voir. Des multiples de 24. Or, le 24, c'est en réalité le PPCM des deux. Donc, on est en train de voir que 6Z inter
8Z est égal à PPCM de U, c'est-à-dire égal à 24Z. Or, 24 n'est rien d'autre que le PPCM de 6 et de 8. Donc, c'est ce que le théorème dit. Le théorème dit que si vous voulez calculer l'intersection de AZ avec BZ, ça donne exactement l'ensemble des multiples de leur PPCM. Donc, pourquoi c'est vrai par exemple? Premièrement, prenez par exemple, disons, pour démontrer qu'il y a égalité entre deux ensembles en mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un élément ici, d'accord, quelconque bien entendu, on démontre qu'il est de l'autre côté, et réciproquement, on choisit un élément ici, et on démontre qu'il est de l'autre côté également. D'accord? Si on prend par exemple un élément ici, je peux ne pas vous démontrer l'égalité, je peux vous montrer juste pourquoi ça marche, parce que le plus important est de comprendre comment ça marche. Si vous prenez par exemple un élément ici, alors si je prends par exemple ins, soit ins élément de mz. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire simplement que ins est un multiple de quoi? De m. C'est tout ce que ça veut dire. Mais m lui-même est le PPCM, est le plus petit commun multiple. Donc m est non seulement multiple de a, mais il est aussi multiple de b. D'accord? Donc ici, je vais simplement dire que m est multiple de a et de b. Parce que m, c'est le PPCM. Puisque vous avez x qui est un multiple de m et que m à son tour est multiple de a, ça veut dire que x aussi est multiple de a. M est multiple de b, nécessairement x aussi est multiple de b. Donc on constate clairement que x est multiple de a et de b. Donc x est un multiple commun. Donc il appartient à leur intersection de AZ et de BZ. Donc vous voyez, ça c'est beaucoup plus trivial. Dans l'autre sens, ça montre clairement que ce que je viens de faire montre clairement que MZ est entièrement contenu dans AZ intersection avec BZ. On peut démontrer également en prenant maintenant un élément ici. Donc si je prends X par exemple dans AZ inter BZ, si X appartient à AZ intersection avec BZ, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer d'effectuer la division euclidienne de X par M. Donc si je fais la division euclidienne de X par M, j'obtiens que X égale à MQ plus un certain R. Donc avec R naturellement strictement inférieur à M et supérieur ou égal à 0. Donc vous voyez clairement avec moi que le R en réalité dans cette égalité est égal à X moins MQ. Mais X c'est quoi? X est multiple de A et en même temps multiple de B. Le M c'est quoi? Le M également est en même temps multiple de A et multiple de B. Par conséquent, on vient de prouver que R est un multiple de A et un multiple de B également. Donc, R appartient à AZ et appartient à BZ. Je peux me répéter, d'accord? On vient de choisir le X dans AZ et dans BZ. Si vous voulez, on peut d'abord se concentrer sur AZ. Le X appartient à AZ. Mais si le X appartient à AZ, ça veut dire que X est un multiple de A. Mais M, c'est leur PPCM. Donc, M est naturellement un multiple de A. Donc, quand vous faites la différence de deux multiples de A, vous obtenez un multiple de A. Donc, R appartient à AZ. En faisant le même raisonnement, ça veut dire exactement que R appartient à BZ. Donc, on vient de prouver que R est un diviseur commun à A et à B. D'accord? Mais si lui est un multiple commun de A et à B, alors qu'il est plus petit que le PPCM, parce que le PPCM, c'est le plus petit de tous les multiples communs. Puisque M est le plus petit de tous les multiples communs et que R est strictement inférieur à M et est supérieur ou égal à 0, nécessairement le R est égal à 0. Donc nous obtenons que R égale à 0. Comme R est égal à 0, ça veut dire que
X est égal à M multiplié par Q. Donc, X est un multiple de M. Donc, il appartient en quelque sorte à MZ. Donc, on vient de montrer que AZ, inter BZ, est contenu dans MZ. Donc, puisqu'on a montré l'inclusion dans les deux sens, ça veut dire qu'il y a égalité. Ça, c'est la compréhension. D'accord? On sait maintenant que c'est vrai. C'est important de savoir en mathématiques que certaines propriétés sont vraies. Il ne s'agit pas seulement de les prendre, de les accepter. Bon, c'est vrai, vous allez les accepter, mais plus vous comprenez que c'est vrai, d'accord? Plus vous avez confiance en vous en mathématiques. Mais si vous prenez toutes les formules en même temps comme Büching, vous allez voir que à un certain moment, vous n'allez pas bien faire les choses en mathématiques. C'est comme des totems, par exemple, dans nos familles. Dès que vous comprenez pourquoi tel totem, d'accord, est à respecter, vous avez confiance en vous et vous respectez naturellement. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi c'est vrai, des fois vous avez tendance à violer simplement la règle. C'est tout. C'est la même chose en maths. Donc, ici, nous savons désormais que lorsqu'on prend AZ, inter BZ, c'est exactement égal à MZ. M, c'est leur PPCM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, si on vous donne un entier donné, je vais l'appeler, disons, X. Si X est multiple de A et le même X est multiple de B, vous allez conclure que X est multiple de M. Est multiple de M, c'est-à-dire de leur PPCM. C'est un théorème très fort. Ça permet de montrer qu'un nombre donné est multiple d'un autre. C'est-à-dire que si on vous dit par exemple de montrer que, si la question est de montrer que un nombre par exemple, je ne sais pas, disons A par exemple est multiple de N, vous allez décomposer N, vous allez l'écrire sous forme de produit par exemple. Vous allez écrire N égale à Q1 fois Q2, tel que PPCM de Q1, Q2 donne N. Vous voyez, vous pouvez l'écrire, vous écrivez le N comme un produit Q1 fois Q2, tel que le PPCM de Q1, Q2 donne N. Et vous allez montrer que A est un multiple de Q1, ensuite montrer que A est encore multiple de Q2. Je vais faire des exemples concrets, vous allez voir. Donc, un exemple, montrons que le produit de trois entiers consécutifs est un multiple de 6. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par choisir ces trois entiers-là. Soit n, n plus 1, comme ils ont parlé de entiers consécutifs, et n plus 2 avec n entiers relatifs, trois entiers consécutifs. Question, montrons que 2 points, n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2 est un multiple de 6. Voilà. Donc, il faut bien regarder. On nous dit de montrer que le produit, c'est pourquoi on a effectué le produit des trois entiers relatifs, d'accord, est un multiple de 6. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons décomposer 6. Donc, nous allons écrire 6 sous la forme d'un produit. Donc, 2 fois 3 par exemple. Et on va vérifier, c'est-à-dire le Q1, Q2 dont j'ai parlé tantôt là. Vous voyez? On va vérifier que le PPCM de 2, 3 et 6, naturellement, c'est vrai. Vous pouvez le faire. Le PPCM de 2 et 3, c'est exactement 6. D'accord? Donc, notre objectif maintenant serait de prouver que ce machin est un multiple de 2. Après,
on montre encore qu'il est un multiple de 3. Commençons. Donc, montrons que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 2. Un multiple de 2. Bon, regardons par exemple ceci. Si nous regardons correctement cette affaire-là, n et n plus 1, vous avez en fait deux entiers consécutifs. Donc on va dire que n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs. Sont deux entiers consécutifs. Alors, ce qui se passe, c'est que l'un d'entre eux est forcément un nombre pair. Vous connaissez les entiers, comment l'ensemble des entiers et les nombres entiers sont distribués. Vous avez pair, impair, pair, impair, pair, impair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, chaque fois, vous avez un pair et un pair. Donc, quand vous prenez deux entiers consécutifs, nécessairement, l'un d'entre eux est un nombre pair. L'un d'entre eux est un entier pair. Puisqu'il est pair, puisque l'un d'entre eux est pair, quand on va faire le produit, alors n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, puisque déjà l'un d'entre eux est pair, nécessairement quand vous faites produit d'un nombre pair avec n'importe quel autre nombre, vous obtenez forcément un nombre pair. Alors ceci est un nombre pair. Par suite, c'est un multiple de 2. C'est tout. Deuxième chose, nous allons montrer maintenant que c'est un multiple de 3. Montrons que ce machin est un multiple de 3. Mais c'est facile parce que je viens d'expliquer pour le cas 2. Si vous prenez les trois nombres, n, premièrement, n plus 1, secondo, n plus 2, tertio, vous avez trois entiers consécutifs. Ce sont trois entiers consécutifs. Sont trois entiers consécutifs. Alors, l'un d'entre eux est forcément un multiple. L'un d'entre eux est forcément un multiple de 3. Nécessairement, si vous prenez 4 entiers consécutifs, nécessairement l'un d'entre eux est un multiple de 4, naturellement, à cause de la manière dont les entiers sont distribués. Donc, ici, ça veut dire que le produit, donc n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, est un multiple de 3 naturellement. Voilà, c'est tout. Ainsi, qu'est-ce que nous avons prouvé? Au total, nous avons montré que n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, appartient à 2z. Nous avons montré également que n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, appartient à 3z. Et le PPCM de 2 et 3 n'est rien d'autre que 6. D'accord? Conclusion. On conclut que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 appartient à 6z, c'est-à-dire est un multiple de 6. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut exploiter ce résultat. Je peux vous faire un autre exemple pour vous montrer que c'est un théorème très important. Donc, on peut montrer que montrons que 2 points n carré facteur de n carré moins 1 est un multiple de 12. C'est un multiple de 12. Donc, on va décomposer 12 égale à 4 multiplié par 3. Ou bien, si vous voulez, on peut faire 6 fois 2 peut-être. Et essayer de voir si on peut peut-être exploiter des choses, par exemple. Donc, moi, je préfère peut-être 6 fois 2. Parce que ça, peu importe la décomposition, il suffit de voir si le PPCM va être égal à
va être égal à 12. Mais si vous prenez cette décomposition, ce qui se passe ici, c'est que le PPCM de ces deux histoires-là, ce n'est pas 12. Voilà le piège ici, par exemple. Vous faites la décomposition de sorte que le PPCM des deux facteurs-là vous donne exactement le nombre. Mais quand vous faites le PPCM de 6 et de 2, c'est égal à 6 parce que 6 est un multiple de 2. Donc voilà, on va supprimer naturellement cette décomposition-là. On va se concentrer sur 4 fois 3. OK, allons-y. Donc, premièrement, nous allons montrer que n carré, facteur de n carré moins 1, appartient à 4z. Ça va être le premier point, c'est-à-dire est un multiple de 4. Mais on va simplement décomposer. Quand vous prenez n carré fois n carré moins 1, on va essayer de factoriser. Ça nous donne n carré, facteur de n moins 1, fois n plus 1. Il faut bien sûr, c'est très important ce que je veux faire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement n fois n moins 1 multiplié par n fois n plus 1. En réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez ici ceci multiplié par ça. Mais qu'est-ce que vous savez déjà? Puisque vous me suivez depuis, vous savez que n, facteur de n moins 1, est naturellement élément de 2z, car n et n moins 1 sont deux entiers consécutifs. C'est tout. Sont deux entiers consécutifs. De la même manière, nous avons n, facteur de n plus 1, qui appartient à 2z également. Même justification. Ainsi, le produit, là, il faut faire attention, c'est un produit. Ça, c'est un multiple de 2, ça aussi, c'est un multiple de 2. Nécessairement, quand vous faites le produit, vous obtenez un multiple de 4. Alors, n, facteur de n moins 1, n fois n, facteur de n plus 1, est naturellement un multiple de 4. Parfait. On vient de faire le premier point. Deuxième point, on va montrer que n au carré fois n carré moins 1 est un multiple de 3. Pour le faire, je vais décomposer. On peut aussi utiliser la notion de congruence, hein, il faut faire attention. C'est aussi pratique, il n'y a pas de souci pour ça. Si vous êtes à l'aise avec, vous pouvez utiliser la notion de congruence et vous allez tomber sur la même chose. Donc ici, je vais essayer de décomposer, mais il y a des situations où la congruence s'impose, mais ici, ça ne s'impose pas. Donc, j'utilise ça. Donc, n carré, je peux le décomposer également. Ça fait n, facteur de n moins 1, comme je l'ai fait tantôt, fois n plus 1. Mais si je regarde ceci, vous obtenez exactement 3 entiers consécutifs. D'accord? Donc, comme conclusion, ceci est un élément de 3z. Si on multiplie par n'importe quoi, ça donne toujours un élément de 3z. C'est tout. Car ça et ça sont 3 entiers consécutifs. D'où, on vient de montrer qu'en réalité, n carré, facteur de n carré moins 1, appartient à 4z. Également, il appartient à 3z. Or, le PPCM de 3 et de 4, c'est égal à 12. Conclusion, n carré, facteur de n carré moins 1, d'accord, est un multiple de 12. Voilà, c'est comme ça qu'il faut exploiter le théorème. C'est un théorème vraiment très magnifique, d'accord, qu'il faut, disons, nécessairement comprendre. C'est vraiment magnifique. Ok, maintenant je vais vous donner un autre théorème très fort, qui va être le dernier théorème que nous allons voir aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que si vous avez par exemple A et B, bon, A, B et disons K par exemple, 3 entiers naturels non nuls. 3 entiers naturels non nuls. Alors, vous avez la chose suivante. Le PPCM, je vais l'écrire très gros, de K multiplié par A, K multiplié par B, c'est égal à K multiplié par le PPCM de AB. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. C'est un théorème très magnifique. Faites attention, hein, je peux généraliser ce théorème-là dans le cas où vous avez des entiers
relatifs. Donc, si on choisissait des entiers relatifs, on va simplement écrire valeur absolue de K multiplié par le PPCM. Mais comme je vous ai expliqué, déterminer le PPCM avec les entiers relatifs revient simplement à le faire avec les entiers naturels. Donc, je vais me concentrer sur ceci avec ce que je viens de donner. Donc, ceci, c'est juste pour vous dire que si vous avez des entiers relatifs, vous pouvez prendre valeur absolue de K tout simplement. Donc, c'est un théorème magnifique qui vous dit simplement que si vous pouvez trouver un facteur commun, par exemple, je donne des exemples concrets. Si vous prenez par exemple PPCM de 12 et de 18, par exemple, vous pouvez décomposer 12 et 18. Et donc, si vous décomposez 12 et 18, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez exactement, vous avez PPCM de 6 multiplié par 2, d'accord, 6 multiplié par 3. Donc, le K ici, dans notre formule, c'est exactement 6. Donc, on peut le sortir tout simplement. Ça fait 6 multiplié par le PPCM de 2 et 3. Et donc là, ça vous donne 6 multiplié par PPCM de 2 et 3, on l'a calculé tantôt, c'est exactement 6. Donc ça vous donne 36. Donc de façon terre à terre, vous avez votre PPCM. Vous pouvez prendre un autre exemple. PPCM de 6 et 9, ça vous donne PPCM. Vous factorisez, vous essayez de décomposer, ça fait 3 fois 2. Et de l'autre côté, ça fait 3 fois 3. Donc le K ici, ce n'est rien d'autre que 3. Par conséquent, vous obtenez 3 multiplié par PPCM de 2 et 3, ce qui vous donne exactement 3 multiplié par 6. Donc, c'est vraiment magnifique, ce qui vous donne 18. C'est vraiment magnifique de sorte que vous pouvez comprendre que le PPCM de AB, d'accord, on peut peut-être décomposer. Si le PPCM de AB, ça c'est un résultat très simple, est égal à M, ça voudra dire que vous pouvez trouver Q1, Q2, tel que, disons, A égale à comment on fait? C'est-à-dire qu'on peut avoir une décomposition de A fois, disons K fois A1, B égale à K fois A2, de sorte que le PPCM de A1, A2, de sorte que le PPCM de A1, A2 vous donne A1 fois 2. Je vais revenir sur ce résultat après. Voilà, donc, mais comprenez simplement que ce théorème est très gentil, d'accord? Ça vous permet de calculer facilement le PPCM de deux entiers. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.